France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer. On a pu montrer que sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique, équivalent à l'onde porteuse d'un téléphonie mobile, pendant 10 minutes, un organisme réagissait comme s'il était traumatisé. L'Agence nationale des fréquences dit qu'à partir du moment où on dépasse 6 volts par mètre, on a ce qu'on appelle un point atypique, donc ils sont amenés à y revenir et à demander aux opérateurs de diminuer les intensités. Ils n'ont rien fait. Si les opérateurs et si surtout les organismes de santé reconnaissaient ces effets non thermiques, on aurait des normes qui protégeraient réellement les populations des effets des ondes électromagnétiques. Or, ce n'est pas le cas. Développer l'intelligence artificielle, les voitures sans conducteur, la téléchirurgie, optimiser des processus industriels, autant de promesses portées par la 5G. La 5e génération de téléphonie mobile doit nous donner accès à des débits largement supérieurs à la 4G, avec des temps de latence très courts et une haute fiabilité. C'est ce qui en fait une technologie clé pour le gouvernement, une technologie favorisant la croissance économique et la compétitivité. Mais la 5G nécessite l'utilisation d'une nouvelle gamme de longueurs d'onde, ce qui suppose de densifier les réseaux, donc de déployer de nouvelles antennes. Et c'est ce qui suscite des craintes sanitaires. Le secrétaire d'État au numérique se veut rassurant. En visite en Bretagne ce matin, Cédric O a affirmé « La France est le pays qui a le cadre de surveillance de l'exposition aux ondes le plus fort ». Pas de quoi rassurer pourtant les personnes électrosensibles qui se plaignent déjà des effets des champs électromagnétiques, ni les chercheurs indépendants qui ont constaté leur impact sur des végétaux et des animaux. 3G, 4G, 5G, quel risque pour la santé ? C'est un reportage signé Tara Schlegel. Dans Grand Reportage, nous accueillons aujourd'hui Michèle Rivasi. Elle nous rejoindra dans un instant. Députée européenne, membre d'Euroécologie Les Verts. Elle a fondé le CRIREM, le Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques. Et elle réagira à votre reportage. Tara Schlegel, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes donc penchée sur les effets des ondes électromagnétiques, sachant que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a récemment fait le point sur la 5G, n'a pas identifié, Tara, de nouveaux risques pour la santé. Oui, le 20 avril dernier, les experts de l'ANSES ont rendu leur synthèse de 200 pages très attendue. Ils rappellent d'abord que la 5G va utiliser deux bandes de fréquences bien distinctes, l'une autour de 3,5 GHz et l'autre de 26 GHz. La première, 3,5, est très proche de ce que nos téléphones actuels utilisent et l'ANSES dit qu'on peut donc extrapoler les résultats existants. Autrement dit, pour l'agence, autour de 3,5 GHz, il est, entre guillemets, peu probable que cela constitue de nouveaux risques. En revanche, l'agence dit aussi que pour les fréquences autour de 26 GHz qui ne sont pas encore utilisées, je cite, « Les données sont insuffisantes pour conclure à l'existence ou non d'un risque sur la santé. Il y a incertitude, il faut mener des études supplémentaires, concluent les experts. » C'est aussi ce que disent certains chercheurs indépendants, mais à la différence de l'ANSES, ces derniers sont pour un moratoire. Ils en appellent au principe de précaution. Et puis surtout, ils dénoncent les dangers des radiofréquences qu'on utilise déjà pour nos communications. Vous nous emmenez donc d'abord en Auvergne, Tara. Vous y avez rencontré les adhérents de l'association Ondes Citoyennes, présidée par Guy Cottenet, qui lutte contre l'implantation des antennes relais dans la région de Clermont. Les 3 cheminées, mais qui ne feront jamais de fumée ici. Vous voyez, au-dessus de ce toit, c'est 3 fausses cheminées. Chacune renferme une antenne. Ok. On est où là ? On est sur une petite place de village ou... Oui, alors ici, donc, on est chez Monsieur Mom. Bonjour. On est donc place Saint-Pierre, mais elle est moins grande que celle de Rome. C'est au centre-bourg de Beaumont. Autour de l'église, on s'est installé là parce que on nous a toujours expliqué que dans l'environnement des églises romanes, on dormait bien, on vivait bien, qu'il y avait un certain bien-être. On est vraiment juste devant la porte de l'église qui est magnifique d'ailleurs. Exactement, c'est une église qui est inscrite au monument historique, qui date du XIe siècle. Et juste à côté, il y a un petit immeuble qui est pas très beau d'ailleurs, avec des choses qui vous dérangent, Pas c'est ça ? très 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 beau, c'est une ancienne quincaillerie, plutôt abandonnée et transformée en pylône pour les antennes relais. Et c'est à quelle distance de chez vous alors ? On est à 20 mètres, donc effectivement ça nous procure plein de nuisances, dont au-delà des ondes, même des nuisances qu'on n'avait pas soupçonnées au départ. On avait la tranquillité, on avait le silence et maintenant on a des ronflements de ventilateurs et de nuisances de bruit. On va rentrer chez vous, c'est ça ? Bien sûr. Jean-François Môme nous conduit dans sa maison à 2 étages. Le popote, le repas se prépare. Madame est en train de préparer un bon repas, un bœuf carotte. Ça sent bon, c'est vrai.
Guy Cottenet, lui, a déjà sorti son appareil de mesure des ondes. Simplement dehors, tout à fait en bas des antennes où on ne devrait pas avoir de champ normalement électromagnétique. Avec mon petit appareil, j'ai mesuré un pic à 3,5 volts par mètre. Et je rappelle qu'il ne faudrait pas dépasser 0,6. Voilà. Ok, donc c'est déjà beaucoup. Ah, c'est énorme, c'est énorme. On sent les escaliers en pierre de Volvic. Ah, c'est beau. Escalier massif. Ici est le bureau de ma compagne. Elle travaille donc dans cette pièce et comme vous le voyez, nous avons été obligés de nous protéger avec des systèmes d'aluminium, de couches d'aluminium superposées. Ça alors, il y a une espèce d'immense rouleau qui est un peu suspendu. Voilà, un rouleau est suspendu sur un portique avec double face pour se protéger des effets des antennes. Alors D'accord. maintenant je vais ouvrir la fenêtre, vous allez voir... Alors juste avant d'ouvrir, une seconde, je demande à Guy, qu'est-ce que vous faites, Guy Je Cottenet? suis en train de mesurer. Les ondes, c'est des petites coquines. Regardez, elles sont en train de rebondir, là. Ici, on a un champ qui est tout à fait affolant, de 2,9, 3, etc. 3 volts par mètre. Et quand vous êtes juste derrière le rideau, par contre, ça baisse un peu? Alors, derrière le rideau, ça baisse un peu, mais on a quand même... si je me mets juste à côté, on arrive à 1. Il faut préciser que les volets sont fermés et que donc on est obligé de vivre dans le noir. Si vous ouvrez les volets, ça change quelque chose? Évidemment, ça va changer les choses, donc vous allez voir. Voilà, d'ici vous voyez les antennes qui sont à 23 mètres environ. Donc l'église sur le côté qui est très belle, et les antennes. Et les antennes. Alors Guy, qu'est-ce que vous mesurez là? Ah ben, pas de très bonnes nouvelles. Sur mon appareil, je vois 11,46 quand je suis juste en face des antennes. C'est-à-dire à peu près deux fois ce que l'Agence nationale des fréquences estime être un point, un point atypique. Voilà, un point atypique. Ils avaient mesuré jusqu'à 13 volts par mètre ici. L'Agence nationale des fréquences, qui fait ces mesures, indique qu'à partir du moment où on dépasse 6 volts par mètre, on a ce qu'on appelle un point atypique, donc ils sont amenés à y revenir, et théoriquement à demander aux opérateurs de diminuer les intensités. Sauf que ça fait quand même 6 mois, on va bientôt être à 1 an, où ils ont fait les premières mesures. Oui, eh bien, ça, vous voyez, avec la rapidité avec laquelle ils réagissent, c'est qu'ils n'ont rien fait. Voilà, depuis 1 an, on subit ça. Ce qui est dangereux, c'est de subir ça toute la nuit. Et on s'aperçoit que ça nous empêche de dormir. Moi, j'arrive difficilement à dormir plus de 2 heures d'affilée. Ça provoque également des maux de tête. Et maintenant, j'ai des brûlures sur le cerveau droit qui sont permanentes, quoi. Des brûlures, vous avez fait une radio? Pour l'instant, je n'ai pas fait de radio. Je vous avoue que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Mais comment vous pouvez savoir que vous avez le cerveau brûlé? C'est pas le cerveau sur le Moi, je ne dis pas crâne, que j'ai le cerveau brûlé. Je connais pas la différence. Je connais bien sur la différence physiologique entre le cerveau et le crâne, mais la sensation, elle est bien sur le cerveau, puisque c'est le cerveau qui est un organe, en fait. Hein. Vous avez cette sensation? Voilà, j'ai cette sensation, oui. Non, parce que moi, sans rigoler, moi, j'ai mal à la tête. En redescendant dans la cuisine, Jean-François et Déby ouvrent une dernière porte. Oh là là! Nous voilà dans notre chambre. Alors là aussi, nous avons mis une protection aluminium qui sert également pour l'isolation des portes de garage, qui comporte elle-même 2 couches d'aluminium, une de chaque côté. Nous avons rajouté une couverture de survie et nous avons une autre double protection aluminium sur la porte-fenêtre. Ah oui, parce qu'en fait, normalement, on devrait avoir une jolie vue par là. Exact. Et vous êtes dans le noir, alors. Et on est dans le noir, exactement, tout à fait. Ce qui s'est passé, par contre, il y a un peu plus d'1 an, c'est l'arrivée de l'antenne Free, l'opérateur Free, qui s'est mis entre les deux autres et qui, lui, nous frappe directement, mais vraiment de plein fouet. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à ressentir des symptômes très, très perturbants. Et qu'est-ce que vous avez pu faire alors depuis que ça s'est produit? Quand on s'en est rendu compte, on a demandé tout de suite les mesures de l'ANFR, qui sont le droit de chaque citoyen à savoir exactement quel est le taux d'onde chez lui. Alors on a eu la mauvaise surprise puisque les points atypiques sont recensés sur le site de l'ANFR. Et nous avons recherché donc la liste des points atypiques qui sont publiés par année.
Sur l'année précédente, 2019, nous avons pu repérer qu'un seul point atypique était au même niveau que nous. Il était à Lyon, sur une place du centre de Lyon. Et depuis, il a été corrigé, ce qui fait que je crois que nous sommes aujourd'hui le point atypique pour un lieu habité le plus dangereux de France. Et donc cette mesure du technicien, elle a été opérée quand alors? Quand est-ce qu'il est venu, qu'il s'est rendu compte de ça? Le technicien est venu en mars 2020. Et depuis? Depuis, pour nous, il ne s'est rien passé. Par contre, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que lorsque un technicien est venu pour poser l'antenne Free, je me suis ouvert à lui de ces problèmes-là et il a accepté de venir à la maison, dans la pièce qui est exposée, et il m'a dit tout de suite, l'effet des ondes, je les sens immédiatement. Il m'a même ajouté, dois-je le répéter, il m'a même ajouté, je ne serai pas autorisé à travailler à l'endroit où vous vivez. Je ne serai pas autorisé à travailler là. Par l'opérateur. Par l'opérateur, face à des antennes qui sont en service. Le village de Beaumont se trouve à moins de 4 km de Clermont-Ferrand. C'est l'une des 21 communes de la métropole Clermont-Auvergne et toutes ont voté à l'automne dernier un moratoire sur l'installation de la 5G. Mais les élus en France sont impuissants face aux opérateurs. Anne-Laure Stanislas est adjointe au maire de Clermont, en charge de la ville en transition, et son collègue Nicolas Bonnet, adjoint écologiste lui aussi, est responsable des sujets environnementaux. Fin novembre, nous avons eu la surprise de découvrir qu'Orange avait fait de Clermont un de ses territoires pilotes dans l'expérimentation de la 5G, en dépit des vœux adoptés et très clairement affichés par la ville et la métropole, demandant un moratoire, en attendant notamment les résultats du rapport de l'ANSES. Et en plus, le maire président Olivier Bianchi a fait savoir quand même par voie de presse et puis directement auprès des intéressés qu'il n'était pas question de prendre des décisions en dépit des volontés qui sont portées par le territoire, sur lesquelles un positionnement a été pris, qui était extrêmement clair, et qui a été bafoué tout simplement par Orange. D'autant qu'on est, avec les opérateurs, aussi dans un rapport de force sur la question de la lutte contre la résorption de la fracture numérique. Parce que Clermont n'a pas une très bonne couverture par ailleurs, où il y a des zones autour où on ne peut pas capter avec son téléphone portable ou... C'est pas une question de capter avec le téléphone portable. Aujourd'hui, la fibre devrait être déployée depuis longtemps sur le territoire de la ville et de la métropole. Et c'est Orange qui est censé le faire, parce que c'est jugé comme un territoire rentable, donc c'est un opérateur privé qui le fait. Et il est très en retard sur le déploiement de la fibre, sachant que la fibre permet d'atteindre des débits totalement comparables, voire même supérieurs à la 5G. Donc il est bien évident que si on avait la fibre, ça serait d'autant plus simple de justifier aussi qu'on n'a pas besoin de la 5G, alors que prendre du retard sur la fibre permet justement de dire la 5G va permettre de compenser. Depuis janvier, la mairie de Clermont a voulu refuser 10 demandes d'installation d'antennes 5G. Mais 5 refus ont été abrogés par la mairie elle-même quand l'ANSES, l'agence sanitaire, a publié son rapport sur la 5G qui affirme qu'en l'état actuel des connaissances, il n'y aurait pas de risque sanitaire, mais qu'il faut poursuivre les études. Et les 5 autres refus ont été attaqués au tribunal par les opérateurs. Là, c'est sur celui-ci là, ouais. Le blanc là, le R+2 là. Ce serait celui-ci, mais on sait jamais, hein, il peut toujours y avoir des... Fontenay-sous-Bois, en Ile-de-France, première commune à avoir voté un arrêté interdisant l'installation d'antennes 5G. Mais là encore, juridiquement, ce dispositif est très fragile. D'ailleurs, Anne Viennet, conseillère municipale en charge de la santé environnementale, se désole de voir fleurir des antennes. Alors là, nous sommes rue d'Alger. Alors c'est un immeuble appartenant à un propriétaire unique, hébergeant des personnes, un public précaire. Et donc, sur le toit de cet immeuble, je trouve 2 opérateurs. On voit des sortes d'antennes, c'est ça? Oui, on voit des antennes. Mais il y en a également que vous ne voyez pas. Vous voyez cette cheminée au milieu là? Ouais. Voilà, ce sont des antennes. En fait, c'est une fausse cheminée. Et là, vous pouvez quand même contacter le propriétaire et lui demander des comptes ou pas du tout? Mais pas du tout. Ça relève totalement du privé. La commune n'a pas voix au chapitre. Ben non. Un propriétaire privé a passé un contrat avec un opérateur, là en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben rien. Oui. Eh ben je suis, oui, voilà.
Et vous verrez, je vais vous montrer. Anne Viennet nous entraîne alors sur le côté de l'immeuble où un panneau d'urbanisme de demande de travaux est quasiment dissimulé. Parce que là, l'autre jour, voilà, regardez. Vous avez vu le panneau, il est vachement visible depuis la voie publique. Hein. Pas vraiment, il est dans un renfoncement. Et voilà, voilà. Normalement, un panneau d'urbanisme, normalement, ça doit être visible depuis la voie publique. En fait, là, pour voir le panneau, il faut le savoir. Et donc là, il y a marqué, on peut pas dire qu'il y a une volonté de transparence et d'information. Et là, est-ce qu'on peut savoir combien ce propriétaire gagne d'argent avec ses antennes ? Non, on peut pas le savoir. On peut le préjuger. On peut se dire, il y a quelques années, c'était entre 10 et 15 000 euros par an. Mais moi, je ne sais pas quelle négociation a mené cette personne. On peut pas le savoir. Anne est surtout très embêtée parce que ses services ont accepté la demande. Il y avait une déclaration préalable qui avait déposée en mairie le 28 novembre. Et effectivement, il n'y a pas eu ni d'arrêté de non-opposition, ni d'arrêté d'opposition. Il y a eu une autorisation tacite, c'est-à-dire que non-réponse vaut acceptation. Non-réponse de vos services, début octobre. Oui, alors non-réponse, malheureusement, de tout le monde. Moi, honnêtement, sur ce panneau, sur ce dossier-là, honnêtement, je pensais qu'un refus avait été fait. Mais je jette la pierre à personne. Mais ça montre la difficulté d'être sur tous les dossiers en même temps. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'à Fontenay, on a un seul instructeur du droit des sols actuellement. Et si en plus les opérateurs vous déposent des dossiers d'information mairie comme ils le font souvent ou de déclaration préalable en plein cœur de l'été, ça n'aide pas non plus. C'est peut-être un petit peu pour ça aussi que c'était passé à la trappe, parce que... Ils se sont fait tout petits, je sais pas. Donc là, on va où, Anne ? Par là. Okay. Il y a Ève là. Ève qui est là. Voilà. Anne nous emmène chez Ève, une habitante qui souffre dès qu'elle approche d'un champ électromagnétique. Un joli pavillon, un palmier, une glycine. Mais sur l'immeuble d'à côté, la voisine a accepté d'installer 5 futures antennes, ce qui menace de rendre la vie de Ève impossible. J'ai un autre appareil. Je ne peux pas me déplacer sans parce que ça me permet de mesurer l'endroit où je suis et de savoir combien de temps je peux rester. Comment dire ? C'est comme si on me donnait des coups de poing, Je sors des ondes, je ne suis pas malade, je n'ai aucun symptôme, je suis en pleine forme. Vous voyez bien, j'ai aucun signe de maladie, sauf quand on m'assaille de cette manière-là. Donc cet appareil coûte 200 €. Donc, ce n'est pas la portée de tout le monde. L'autre est à 2 €, il est moins efficace, mais il permet malgré tout d'avoir une bonne visibilité qui est accessible du coup à tout le monde. Sur ce petit appareil. Par exemple, là, on est en voltmètre. Moi, à partir du moment où je suis à 0,01 voltmètre et 0,02 voltmètre, là, je peux vivre. C'est-à-dire que je peux rester... indéfiniment. Pas indéfiniment. Au bout de 15 jours, j'ai les problèmes qui apparaissent. En revanche, dès qu'on passe au-dessus, et quand on arrive à 6 voltmètres, le MUSEM à Marseille, je suis à 6 voltmètres. Là, je me liquéfie sur place. On me crève les tympans, on me frappe la tête tellement violemment que j'ai les yeux qui sortent des orbites et que je suis dans des maux de tête qui sont incomparables à une migraine. Et donc je vomis. Et je ne tiens plus mon sphincter. Donc c'est à 6 voltmètres, pour moi, je ne peux pas rester, mais ne serait-ce qu'une minute. Mais quand vous prenez le TGV, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes à combien ? Alors, dans le TGV, je ne me souviens plus de combien j'étais, mais je crois que je suis à 0,30. D'accord. C'est pas énorme. Oui, en fait, l'échelle, elle est mal faite parce que ça commence à 0,01. Non, ce que je veux dire, c'est que là, ça va de 0,01 en 0,01 quasiment, mais après, ça passe de 1 en 1. Donc, il faudrait que l'échelle soit beaucoup plus grande. C'est ça, mais l'appareil, il coûte beaucoup plus cher et j'ai pas les moyens. Donc, j'achète ce qui est possible pour moi. De la même manière que ce tissu que je devrais pouvoir porter tout le temps, je n'en ai acheté qu'un bout parce que j'ai dépensé 150 €. C'est quoi ? Mais normalement, je devrais en avoir un qui descend jusqu'au pied. Donc ça, c'est le fameux tissu avec du maillage. Ça, c'est le fameux tissu. Alors, le problème, c'est que ce tissu coûte extrêmement cher et qu'à force de le prendre et de le torsader, il est moins efficace parce que ça casse la maille. Donc, je suis obligée d'en acheter un tous les 2 mois. Je vous en prie. On dirait vraiment un tissu en fibre. C'est pas métallique. À l'intérieur, c'est du voile d'argent. C'est un quadrillage d'argent trempé dans du synthétique. Et après, il y a la version là. Voilà. Mais ce n'est pas une solution. C'est fabriqué par les Suisses, c'est ça ? Oui, c'est ça. Swissfield. Mais ce n'est pas une solution. D'accord. Voilà.
Et quand on veut blinder sa maison correctement, c'est-à-dire que là, j'ai fait venir un entrepreneur pour me faire le calcul de ce que me coûterait de blinder la maison s'ils installent l'antenne, sachant que je ne pourrai plus jamais sortir dans mon jardin, que je ne pourrai jamais plus aller prendre ma voiture, parce que le simple fait de traverser pour aller prendre ma voiture, c'est plus possible pour moi. Si je dois blinder ma maison, j'en ai pour 200 000 euros. Je croyais qu'elle était déjà blindée. Elle est blindée contre la Wi-Fi des voisins. Parce que j'ai acheté dans ce secteur, parce que je ne pensais pas avoir d'antenne. Donc elle est blindée contre des ondes qui sont moins percutantes. Finalement, Ève a obtenu un sursis. Grâce à la mobilisation des voisins et d'un avocat, la propriétaire de l'immeuble a renoncé à ses antennes. Oui, je l'ai. D'accord. Tu tournes à gauche, tu suis ce panneau abri du berger. Voilà. Alors ici, on se trouve dans un petit hameau qui s'appelle Bravant, qui appartient à la commune de Olby, donc dans le Puy-de-Dôme, à 20 minutes à peu près de Clermont-Ferrand. Et on va rencontrer qui ? On va rencontrer une dame qui est extrêmement électrosensible, à un point tel qu'elle a été obligée de quitter son travail et son domicile de Clermont pour vivre ici, où nous avons, comme me l'indique actuellement mon appareil, un champ qui est extrêmement faible. Mais souhaitons que ça dure, un champ électromagnétique, donc elle n'est pas impactée par les ondes pour l'instant ici. Bonjour. Bienvenue Sarah. Merci, bonjour Anne. Ah, il fait chaud chez vous, il fait bon. Alors, je m'appelle Anne et puis je suis professeure de lettres dans un collège. En fait, les ondes sont arrivées dans ma vie avec le premier portable que j'ai eu. Et en fait, j'ai très vite remarqué un échauffement de l'oreille, sans que je fasse tout de suite le lien entre les symptômes et les causes. Et puis un jour, on est allé avec mon mari dans le sud de l'Espagne, en voiture. Et donc, on a fait évidemment beaucoup d'autoroutes. Et je me suis rendu compte que, bon, vous savez, sur les autoroutes, c'est tous les 1,5 km, je crois qu'il y a des antennes. Donc, on est très vite d'une antenne à une autre. Et j'ai remarqué que j'avais des douleurs très vives au niveau de la tête, au niveau de la poitrine, au niveau du bas-ventre. Et donc là, j'ai fait le lien. Là, vous avez parlé de symptômes, mais avoir mal à la tête, ça peut arriver à tout le monde. Donc, comment est-ce que vous vous êtes... Comment je m'en suis rendu compte ? Ben, en fait, à l'époque, toujours maintenant, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et en fait, c'était pas quelque chose qui m'arrivait fréquemment d'avoir mal à la tête. Je savais que ça pouvait pas être douleur articulaire. Je savais que c'était pas... Non, c'était autre chose. Et puis, il y avait pas que ça. Il y avait également une oppression thoracique qui était très, très forte. Et puis, très vite, je suis allée consulter le docteur Belpomme. Il m'a fait faire des tests, je veux dire, il n'a pas seulement posé son diagnostic par ce questionnaire, il a fait faire des tests sanguins, urinaires, et donc il y a des marqueurs biologiques qui font qu'on reconnaît si telle ou telle personne est électrosensible ou pas. Donc ça dépasse de loin le symptôme d'échauffement des tissus, de loin. Il y a des effets qui ne sont pas thermiques, et c'est ça qui pose problème, c'est ça qui n'est pas reconnu. Si les opérateurs et si surtout les organismes de santé reconnaissaient ces effets non thermiques, on aurait des normes qui protégeraient réellement les populations des effets des ondes électromagnétiques. Or, ce n'est pas le cas. Là, ces normes, elles autorisent tout simplement les opérateurs à faire que les gens tombent malades. Tôt ou tard, on est tous électrosensibles. On est tous des corps composés d'eau. On sait que l'eau est un conducteur formidable. Notre corps est composé à 65, 70 ou 80% d'eau. Donc forcément, on est électrosensible. Seulement, il y a des personnes qui le sentent de manière plus sensible, oui, que d'autres. Et puis, il y en a aussi qui le sentent quand c'est trop tard. Et ça ne va pas aller en s'améliorant avec le brouillard encore plus dense qui se prépare. Je pense notamment à la 5G, mais ce brouillard, il était déjà là avec la 3G et la 4G. Qu'est-ce que tu as fait de l'article, si Philippe, tu l'as retiré ? Le professeur Dominique Belpomme est le premier en France à s'être intéressé aux patients électrosensibles. À l'époque, personne ne croyait que cette maladie existait. Aujourd'hui, elle est reconnue, mais l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, refuse toujours d'en désigner la cause. Or, pour le cancérologue Dominique Belpomme, il n'y a plus aucun doute, comme il l'écrit dans son livre noir des ondes. J'ai tout simplement analysé ce qui se passait dans la littérature scientifique au niveau des tests faits chez les animaux, donc expérimentaux, et donc j'en ai déduit qu'il y avait un certain nombre de modifications biologiques qui
pouvait permettre de caractériser ce nouveau type de malade. Et à partir du moment où on a monté les premiers tests, on a fait venir des réactifs des États-Unis, parce que la France était incapable de fournir de tels réactifs. Je dis même qu'un certain nombre de chercheurs ne connaissent même pas l'existence de ces tests, si vous voulez, aujourd'hui. Enfin, maintenant, ils commencent à les connaître, mais à l'époque, personne ne connaissait rien. Mais qu'est-ce que permettaient ces tests ? De faire un diagnostic objectif, mais aussi de comprendre les mécanismes, ce qui se passait. Et ce que nous avons découvert, c'est que, en fait, chez ces malades, il y avait ce qu'on appelle un stress oxydant. Un stress oxydant, c'est sous l'effet d'un facteur environnemental quel qu'il soit, que ce soit un produit chimique ou un rayonnement, des fragments de molécules qui... donc ça casse les molécules, mais les fragments de molécules vont attaquer les constituants normaux de l'organisme, en particulier les autres molécules, et ce qui fait des dégâts. Et une inflammation, parce qu'entre stress oxydant et inflammation, les deux sont liés, donc une inflammation. Ce qui fait que maintenant, l'idée que l'on a, plus qu'une idée, justifiée par des faits scientifiques, c'est que qu'est-ce que l'électrohypersensibilité ? C'est tout simplement un coup de soleil que les gens ont attrapé dans le cerveau. Et en particulier dans une partie du cerveau qui concerne les lobes temporaux, et plus particulièrement encore le système limbique. C'est-à-dire un système qui est le centre de la mémoire, des émotions et des émotions, essentiellement. Voilà. Et puis après, toutes les études sont venues au fur et à mesure, et ça n'est que dans un deuxième temps que nous avons rassemblé des documents de la littérature, fait des études plus précises à partir de la base de données que nous avions constituée, pour étudier la causalité avec les champs électromagnétiques. Autrement dit, se poser la question de savoir si les champs électromagnétiques étaient eux-mêmes responsables de maladies telles que le cancer, la maladie d'Alzheimer, l'autisme chez l'enfant, et en particulier donc l'électrohypersensibilité. Et donc, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, si vous voulez, je n'étais même pas sûr d'arriver au résultat actuel et à cette conviction intime d'un chercheur, car j'avais le doute méthodologique, c'est ce que je pratique. Je n'avais pas du tout cette idée-là, et finalement, c'est maintenant, il n'y a plus de problème scientifique, si vous voulez, dans la mesure où, enfin, il y a toujours des problèmes scientifiques, mais il y a un faisceau d'arguments suffisant aujourd'hui pour dire que ce sont les champs électromagnétiques qui créent un certain nombre de cancers. Il y a aujourd'hui dans le monde au moins 20 études épidémiologiques qui montrent qu'il y a un lien associatif et même causal pour créer une maladie d'Alzheimer. Bon. Pour l'électrohypersensibilité, on est encore dans un domaine de recherche, mais là, le doute, si vous voulez, est en train de s'estomper progressivement en fonction des nouvelles données que nous avons. Aujourd'hui, on reconnaît officiellement les effets thermiques des ondes de la téléphonie mobile. On parle d'un échauffement des tissus au contact du smartphone. Mais la controverse fait rage quand on évoque les effets non thermiques, autrement dit biologiques des radiofréquences, comme le stress oxydant. Pourtant, des expériences concluantes existent sur les plantes et les animaux. Ici, si vous voulez, on est sur le site des CESO de l'Université Clermont-Auvergne. Gérard Ledoy est professeur de biologie à la retraite. Voilà, c'est ça, c'est notre bâtiment. À l'époque, Gérard dirigeait un laboratoire sur le traumatisme des végétaux. C'est presque par hasard qu'il s'est intéressé aux ondes. Un jour, il y a un collègue de Rouen qui voulait m'inviter à une thèse comme membre du jury. Et je vous assure que si ça n'avait pas été lui, je raccrochais au nez, au téléphone. Je raccrochais en 2002, parce qu'il m'a dit, le titre de la thèse, c'est l'effet des ondes de téléphonie mobile, d'un téléphone mobile, sur les plantes. Moi, pour ma part, réellement, je veux dire, c'est un champ électromagnétique qui est trop faible pour qu'il y ait une réponse. C'est pas possible, on vit tous, on est entouré de ça. Pour moi, il n'y avait aucune raison que ça ait un effet. Et pourtant, convaincu par cette thèse, le professeur Ledoy se lance dans une expérience similaire. Mais au lieu de culture de cellules végétales, il expose une plante entière. Nous, on travaillait sur des plantes modèles, on avait pas mal de modèles. Et il y en avait un qui marchait très bien, c'était le plant de tomate. Elle pousse très facilement, elle est très sensible au traumatisme. Vraiment, elle répond rapidement au traumatisme. En 10 minutes, elle répond fortement. Et l'autre point important aussi, après c'est avéré essentiel, c'est qu'elles ont tout sauf un organe qu'on est seul à avoir, les animaux, c'est un cerveau.
Même si on considère que les plantes sont intelligentes, ça c'est à discuter, mais elles n'ont pas de cerveau. Donc elles n'ont pas de maladie psychosomatique. Le deuxième point... Pourquoi c'est important qu'elles n'aient pas de maladie psychosomatique? Parce que ce que l'on dit vis-à-vis des électrosensibles notamment, c'est que ce n'est pas une réalité pathologique, c'est leur cerveau qui pense qu'elles sont malades. Ce qu'on appelle un effet nocebo. Alors Mais la tomate, elle, ça lui fait ni chaud ni froid, ça. Je veux dire, c'est pas son problème. Restait à vérifier si la tomate est sensible aux ondes. Grâce à ses collègues du labo de physique, Gérard Ledoy disposait d'une chambre de Faraday, totalement étanche pour exposer ses plantes. Ce que l'on faisait, c'est que nos plantes qui étaient poussées en laboratoire, dans nos chambres de culture, on les amenait dans des petits godets. Alors, on allait assez vite pour traverser les 100 mètres qui nous séparaient de l'autre laboratoire à l'extérieur. On les adaptait quelques heures dans le laboratoire de physique, dans la chambre où elles seraient exposées au rayonnement. Et puis ensuite, le lendemain matin, on les irradiait 10 minutes. Puis dès qu'elles étaient irradiées, on allait faire les prélèvements. Donc on rentrait rapidement dans la chambre de Faraday, même si c'était pas dangereux, parce qu'on était à la limite du téléphone que vous utilisez tous les jours. C'était pas dangereux, mais on n'avait pas le droit d'être dedans. Donc dès qu'on coupait, on allait voir. On récupérait les feuilles, les tiges, ce qu'on avait besoin pour que l'on voulait tester. Et on avait un seau contenant de l'azote liquide. Et on les surgelait immédiatement. Donc c'était vraiment même pas quelques secondes, c'était 2-3 secondes, et on bloquait tout le mécanisme, c'est-à-dire que toute l'expression des gènes était bloquée immédiatement. Et donc vous aviez la plante exactement telle qu'elle était en train de réagir, en voilà. fait, surgelée sur le moment, totalement. Et ça vous permettait ensuite de découvrir comment elle avait réagi. Voilà, c'est ça. Alors cet organisme vivant a réagi comme s'il était agressé, et elle a reconnu le champ électromagnétique comme un traumatisme. C'était pas seulement comme un environnement, un caillou qu'elle prend, non, comme un traumatisme, un vrai traumatisme, comme si elle était refroidie ou chauffée ou brûlée. Elle va par exemple exprimer un gène, un inhibiteur de protéase, qui est un gène qui est exprimé lorsqu'elle est traumatisée. Puis il y en a d'autres aussi. Donc, si vous voulez, on a pu montrer que là, et sans ambiguïté, sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique de 900 MHz, équivalent à un téléphone. Équivalent à la l'onde porteuse de la téléphonie mobile, pendant 10 minutes, un organisme réagissait comme s'il était traumatisé. Donc on ne peut pas dire que ce soit neutre. Vous connaissez tous les gens qui, dans leur métier, ont des traumatismes aux mains parce qu'ils frottent tout le temps, ont des traumatismes aux pieds, aux jambes ou ailleurs, aux yeux. Et ils finissent par développer des pathologies comme des cancers et autres. Et ça, c'est parce qu'il y a une divergence des cellules qui se fait par la suite. Donc, le risque, il est là. Alors, on dit, oui, mais c'est une plante. Oui, c'est une plante. Je leur ai dit, une plante, c'est pas un caillou peint en verre. C'est un être vivant comme nous. Et je dis, là, au niveau du patrimoine génétique, du noyau des cellules, les plantes fonctionnent comme nous. Et il y a un exemple très simple que vous connaissez. On peut faire des OGM avec des plantes dans lesquelles on a inséré un gène codant pour une protéine humaine. Et la plante est capable de fabriquer cette protéine humaine. Et on peut prendre cette protéine, on l'injecte à un homme, elle fonctionne très bien. Alors que la plante ne connaît pas cette protéine, elle ne l'a jamais vue, elle ne l'a jamais connue, elle n'en a pas besoin. Elle arrive à la fabriquer. Elle la fabrique, ça veut dire que le système fonctionnel d'expression des gènes chez les plantes est le même que chez l'homme. Donc si la plante réagit mal au rayonnement électromagnétique, moi j'en déduis qu'il y a des chances, il faut le vérifier, que l'homme, il ait des problèmes aussi. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est cet aspect-là. C'est pour ça qu'ensuite, on voulait, une fois qu'on a bien établi, moi, de mon fait, au bout de 3 mois, j'aurais arrêté. Hein. Mais on a fait 4 ans pour être sûr, parce qu'on savait qu'on serait attaqué de toutes parts. On ne nous a pas attaqué. Je vous assure, tant qu'on a publié dans des revues végétales, on ne nous a rien dit. Mais dès que j'ai commencé à dire, au bout d'un moment, bon, maintenant, on l'a bien établi chez les plantes, on va essayer de regarder chez les animaux comment ça se passe. Puis après, on ira voir avec des cellules humaines aussi, en même temps. Là, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu beaucoup. Voilà, et on a dissous le laboratoire. Enfin, on ne nous a pas dissous, on nous a dit vous ne publiez pas assez, vous faites trop de choses, donc on ne renouvelle pas votre laboratoire, et le personnel du laboratoire doit se répartir dans les équipes existantes autour. Voilà, c'est tout. Gérard Ledoy et son équipe ont donc renoncé à leur projet. Ni l'Université de Clermont, ni le ministère de la Recherche ne souhaitaient qu'ils les poursuivent.
On est en Italie, à Bologne, à côté de Bologne, à 15 km, dans une ville qui s'appelle Bentivoglio, où se trouve l'Institut Ramazzini. Alors cet institut est dans un château. On voit là un beau bâtiment du XVe siècle, en briques rouges, où nous attend Fiorella Belpoggi. Fiorella est la directrice scientifique de cet institut unique, quasiment en Europe, un des seuls à être totalement indépendant et à faire de la recherche scientifique de très haut niveau sur les cancers en particulier. Un institut qui a mené depuis des années, depuis 1968, des études sur les produits toxiques, les produits chimiques, et qui a mis en évidence les dangers de substances comme l'aspartame. Aujourd'hui, ils travaillent sur le glyphosate. Et donc, ils ont travaillé sur les radiofréquences et fait des expériences sur les rats. Voilà, donc là, on va rentrer. Merci. Non, parce que les rats ici sont mieux que nous. Ils sont dans une pièce climatisée. 22 degrés. 22 degrés. Oui, toujours la même température. Oui, il fait bon. On doit se mettre quelque chose avant d'entrer. Ah, il faut s'habiller. Ouais. Je vais vous montrer ça, parce que ça, c'est... Là, on rentre dans un petit laboratoire. Sur les radiations de la téléphonie mobile. Ah oui, alors c'est une pièce capitonnée. Il y a tout autour, oui. Qu'est-ce que c'est, des sortes de pointes en mousse? Faune absorbante, on dit en italien. Oui. Pour absorber les ondes, justement. Exactement, oui. parce que là, il y a l'antenne. Ah voilà, alors au centre, donc il y a une structure en bois toute ronde et au centre, il y a une antenne, c'est ça? Si, c'est ça. Et donc les rats, en fait, ils étaient dans des cages qui étaient sur ces étagères, en cercle autour de l'antenne. C'était 500 animaux par structure. Et maintenant, avec ces structures, je voudrais bien étudier les seules ondes, fréquences qui ne sont pas été étudiées, qui sont celles-là de 5G. La 5G. 5G. Seulement, il faut avoir l'argent pour commencer à payer les personnes. Et c'est seulement une question de volonté, n'est pas une question de faisabilité. En attendant de pouvoir un jour tester la 5G, Fiorella raconte comment ces rats étaient exposés à la 3G, 1800 MHz. Le premier groupe subissait une puissance de 5 volts par mètre, juste en dessous des 6 voltmètres qui est la limite fixée en Italie. Le deuxième groupe était exposé à 25 voltmètres, proche des normes de plusieurs pays européens. Et le troisième groupe était exposé à une puissance de 50 voltmètres, soit en dessous de la limite française qui grimpe à 61 voltmètres, 10 fois plus que la norme italienne. Or, dans ce troisième groupe, l'équipe de Fiorella Belpoggi a détecté des cancers. Les résultats de l'expériment, c'était l'augmentation des tumeurs du cerveau dans les rats femelles et l'augmentation des tumeurs de cellules de Schwann dans le cœur du mâle. Les cellules de Schwann sont des cellules nerveuses qui vont à former la couverture de tous les nerfs de notre corps et sont vraiment sensibles à l'esposition aux champs élettromagnetici. Capito? Cioè sono proprio una protezione della natura nella trasmissione dell'impulso nervoso. On peut dire donc que la nature est bien faite parce que ces cellules donc servent de protection, de gaine, de protection naturelle contre tous les champs électromagnétiques. Et sinon, on serait des écorchés vifs si on n'avait pas cette protection. Et par exemple, on ne pourrait pas s'approcher d'un appareil électroménager sans sentir une décharge électrique. La découverte de ces tumeurs du cœur chez les rats mâles, de ces schwannomes donc, a été un choc pour l'équipe, car il s'agit, chez le rat et chez l'homme, de tumeurs rarissimes. Lo stesso risulta e questi tumori sono rarissimi. Donc on a seulement 13 cas depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et donc il s'agit de tumeurs très rares. In tutto, dal 2000 a oggi. Sì, ma come fai tu a sapere se quando uno muore di c'est surtout parce que c'est difficile de savoir qui
On est affecté parce que personne ne fait d'autopsie lorsque quelqu'un meurt d'arrêt cardiaque ou meurt lors d'un accident de la route. Mais pour l'instant, comme résultat sûr, on a seulement 13 cas depuis l'an 2000. D'accord, donc cette tumeur, c'est les schwannomes, tumeur du cœur, extraordinairement rare. Vous avez découvert que chez le rat mâle, il y a une augmentation statistiquement vérifiée donc de ces tumeurs quand ils sont exposés aux ondes, aux champs électromagnétiques. Sì. C'est ça? Nel controllo zero. Dans le groupe de contrôle, aucun rat n'avait été malade. E ne trattati 3. 3 su 200. 3 sur 200 dans le groupe qui a été exposé. Non è tanto, ma è sufficiente per dire che è statisticamente significativo. 3 cas, c'est peu, admet la chercheuse, mais c'est statistiquement significatif car la maladie est rarissime. Depuis ces résultats, Fiorella Belpoggi tente d'alerter la communauté internationale. À 6 vols par mètre, dit-elle, elle n'a pas détecté d'anomalie sur ces animaux. Il faudrait donc abaisser les normes, notamment françaises. Mais pour l'instant, elle prêche dans le désert. Ici, il y a Avant de nous quitter, la directrice scientifique de l'Institut Ramazzini tient à nous montrer les archives de toutes les recherches menées dans cette structure farouchement indépendante. Nous ne sommes pas seulement des mots. C'est immense. C'est immense. Il y a toutes les préparations à voir au microscope de tous les expériments que nous avons faits pendant les années. Ça, c'est ceux de glyphosate que maintenant nous sommes en train d'évaluer. D'accord, donc des petites armoires en fer. Chaque animal, ça sont les préparés qui vont être vus au microscope. Par exemple, des prélèvements sanguins, mais nous des prenons morceaux tout. de peau. La peau, les foies, l'estomac, l'intestin, tout. D'accord. 30 et plus organes. 30 organes, vous regardez 30 organes de chaque rat. C'est ça qui coûte, c'est beaucoup. C'est ça qui coûte cher. Ouais. Vous pensez qu'à chaque fois que vous allez faire une biopsie, ça coûte 200-300 euros. Nous avons 30 pour chaque animal. Hein? Et pour des milliers de rats. Mais pour changer l'environnement, on a besoin de ça. Parce que sinon, ils sont morts. Sinon, personne ne croit ce que vous avez trouvé. Oui. Il y avait Schopenhauer qui disait « Il mondo si divide in due ». Le monde se divise en deux. Chi fa azioni et qui fa opere. Donc, Ceux qui font les actions et ceux qui font les œuvres. Et les œuvres ont les parfums purs qui montrent l'intelligence et le cœur. C'est Schopenhauer. Alors, action, il y a beaucoup de gens qui font des actions. Des actions, oui. Mais des œuvres, ils sont peu. Et vous, c'est ce que vous essayez de faire ici? Moi, j'espère de faire des œuvres. Des œuvres scientifiques. Oui. « 3G, 4G, 5G, quel risque pour la santé ?» Un reportage de Tara Schlegel, traduction Johan D'Alessandro, avec Annie Bro à la réalisation. Grand reportage, Aurélie Kiefer. Avant de donner la parole à notre invité, l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi, je vous laisse apporter une précision, Tara. Oui Aurélie, dans le reportage, on a entendu uniquement des témoins et des scientifiques qui s'inquiètent du danger des ondes, mais il faut savoir que cette position n'est pas dominante dans le monde scientifique et que le sujet reste très controversé. On espérait avoir autour de la table Olivier Merkel, qui est chef d'unité d'évaluation des risques à l'ANSES, pour porter justement un autre regard, mais il n'a pas pu se libérer. Merci Tara et bonjour Michel Rivasi. Bonjour. Vous êtes donc avec nous en direct d'Aix-en-Provence. Alors vous êtes très sensible, on le sait, aux témoignages qu'on a entendus dans ce reportage. Faites-vous partie des opposants à la 5G, de ces Français qui voudraient revenir à la lampe à huile, comme le disait Emmanuel Macron? Ou est-ce que vous dites, comme Yannick Jadot, la 5G peut être utile, ça dépend comment on l'utilise? Je dirais que moi je suis pour la connexion, parce qu'à l'heure actuelle, sans connexion, c'est très difficile.
Mais je veux qu'on expose toutes les solutions alternatives. Tout à l'heure, dans votre reportage, il y a des personnes qui ont parlé de la fibre optique. Vous voyez, si on veut avoir Internet, eh bien, la fibre optique, c'est quelque chose qui ne transmet pas des champs électromagnétiques. Donc, ça pourrait être une alternative à la 5G. Tout à fait. Et même, vous avez aussi une technologie qu'on appelle le Li-Fi. C'est-à-dire que vous pouvez prendre Internet par rapport à la lumière. Et j'avais fait intervenir des chercheurs auprès de la commission, notamment qui s'occupaient du numérique, et ils ne connaissaient pas d'ailleurs. Et il y a certains pays qui ont pris cette technologie, le Li-Fi, parce que d'une part, c'est très sécurisé. Vous voyez, c'est juste sous la lampe. Ben, vous pouvez utiliser Internet et en dehors de la lumière, on ne peut pas transmettre les données. Donc, il y a des alternatives. Mais ce qui est terrible au niveau de la 5G, c'est qu'on nous l'a imposé. Et ça, c'est venu un peu de la Commission européenne qui, dès les années 2013, avait reçu 700 millions d'euros d'Horizon 2020, qui est, vous voyez, une structure pour la recherche. Et ils ont inscrit un agenda en disant, ben voilà, il va falloir que d'ici 2018, il y ait tant de pays qui implantent la 5G, qui ait la distribution du spectre qui soit vendue par les États, et qu'en 2020, il y ait au moins une ville dans chaque État membre qui soit dotée de la 5G. Mais là, les citoyens, ils n'ont absolument pas été mis au courant de ce type de technologie. Et alors, même les députés européens, je vous signale, on a été mis de côté. Il y a eu une directive 2018, mais qui a seulement dit qu'il fallait vendre les spectres au niveau des opérateurs. Et donc là, en plus, vous voyez, il y a un problème de conflit d'intérêts parce que les États récupèrent de l'argent en vendant des bandes de spectres et en même temps, vous voyez, ils sont jugés partis puisqu'ils récupèrent de l'argent et en même temps, ils doivent dire si c'est dangereux ou pas. Et d'ailleurs, vous avez parlé de l'ANSES tout à l'heure, l'Agence nationale de sécurité alimentaire et environnementale. Eh bien, ils n'ont même pas attendu le rapport de l'ANSES sur la santé pour de suite déployer la 5G. Donc, vous voyez bien que ça, c'est vraiment une alliance entre la Commission européenne, les États et les industriels. Et nous, citoyens, et nous, députés, on est mis complètement à l'écart. Oui, alors justement, au sujet de la 5G, la Commission européenne et le Parlement européen ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, si je peux me permettre. Oui, parce que moi, en tant que député européen, lorsque j'ai vu le déploiement de la 5G, je leur ai dit, mais il y a une pratique en Europe qui dit que quand on donne de l'argent public, vous voyez, c'est 700 millions, c'est quand même notre argent, eh bien, il faut faire une étude d'impact sanitaire, environnemental et aussi de cybersécurité ou autre. Eh bien, il n'y avait pas d'études sanitaires et environnementales. Même par rapport au climat, quelle est l'influence de la 5G vis-à-vis, par exemple, des gaz à effet de serre? Et donc, moi, je fais partie d'une structure qu'on appelle STOA au Parlement, qui est un peu l'équivalent de l'OPEX, vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, et qui regarde toutes les questions scientifiques. Et vu que la Commission a refusé de faire une étude d'impact, eh bien, on a demandé au Parlement de financer une étude d'impact. Cette étude, justement, elle a duré plus d'1 an et demi, et cette étude a été confiée justement à l'Institut Ramazzini, plus à un chercheur belge qui s'appelle Arnaud Tillens et qui a fait l'étude sur l'environnement. Et tout à l'heure, vous avez interviewé Fiorella Belpogi parce que c'est très important son étude, mais elle est allée au-delà puisqu'elle a regardé plus de 30 000 publications. Et elle a repris aussi l'étude qui a été faite aux États-Unis, demandée par la FDA, donc demandée par le gouvernement, pour regarder si l'effet, par exemple, des ondes avait un impact au niveau des rats. Et là, c'est une étude qui a duré plus de 10 ans, qui a coûté plus de 30 millions d'euros, et elle a été faite par le NTP, c'est-à-dire le programme toxique national. Et cette étude, elle a montré, vous voyez, les éléments similaires à l'étude de Ramazzini, parce qu'elle montre qu'il y a des cancers, notamment du cerveau chez les mâles, souvent. Il y a des cancers au niveau du cœur et même aussi au niveau des glandes surrénales. Mais alors, quand on écoute l'Agence nationale des fréquences, qui, elle, a réalisé des mesures dans les villes où il y a eu des expérimentations 5G, elle est très rassurante, en fait. Elle dit les niveaux mesurés sont de l'ordre de 0,4 volts-mètre, 3,2 volts par mètre, là où ils ont été mesurés. Donc, tout va bien. On est très, très loin des chiffres qui ont été mentionnés tout à l'heure par la chercheuse italienne.
Alors, deux choses. D'abord, ces chiffres, j'aimerais bien voir la cartographie d'exposition qui a été faite. Parce que vous voyez que pour regarder les doses d'exposition, il faut faire des mesures vraiment de façon très importante, faire des modèles et savoir le nombre d'antennes, vous voyez, qu'on veut mesurer. Ça, c'est une première chose. Parce que moi, vous savez, j'avais créé le CRIREM en 2005. Le CRIREM, la Commission de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements non ionisants, parce que à l'époque, quand c'était les opérateurs qui faisaient les mesures, ils voyaient toujours rien. Et après, quand c'était ce laboratoire indépendant, eh bien, on regardait et c'était beaucoup plus important que ce que disaient ces laboratoires. Et après, on s'est même aperçu que à distance, ils pouvaient modifier la puissance de l'antenne. Alors, vous voyez, quand on avertissait les opérateurs, c'est sûr que, vous voyez, les niveaux étaient très faibles. Mais alors, donc déjà, on regarde ça. Oui, sans et entrer la dans le... deuxième chose, c'est qui fait les normes? Quand vous avez dit vous-même dans votre reportage qu'en Italie, c'est 6 volts par mètre. En Suisse, c'est pareil. Alors pourquoi dans d'autres pays, en Autriche, c'est beaucoup moins. Pourquoi est-ce que c'est France, pas la même 61 norme volts par mètre. Voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes normes partout en Europe? Parce qu'il y a un institut qui s'appelle l'ICNIRP, qui est la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, et qui se dit indépendant et il donne des recommandations. Nous-mêmes, avec un autre député allemand, M. Buchner, on a demandé à ce qu'il y ait une enquête qui soit faite sur l'ICNIRP. Et c'est vraiment un club privé. C'est un club privé où les experts sont cooptés, où ils participent en lien avec une espèce d'académie scientifique qui réunit des ingénieurs électriciens, d'électronique, même des gens qui appartiennent à l'armée. Et tous ces gens se réunissent, notamment c'est une espèce d'ONG qui est à Munich et qui, depuis 1996, vous voyez, a établi des recommandations en 1998, en 2000 et puis là en 2020 pour la 5G. Seulement, il n'étudie que les effets thermiques et il n'étudie que les effets sur l'homme. Tout ce qui est animaux, donc tout ce vous avez parlé sur les plantes, les vertébrés, les invertébrés, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que les effets thermiques. Alors, il y a plein de scientifiques qui disent, mais aussi il y a des effets athermiques. Vous voyez, en dessous d'une élévation de température. Eh bien ça, ils ne prennent pas en compte. Tara Schlegel, oui, discours. Juste, Madame Rivasi, il faut quand même dire aussi que l'ICNIRP est prise au sérieux par l'OMS et par l'Union européenne. Donc peut-être que c'est... Alors, oui, c'est mais pas très... regardons l'historique. Qui a créé l'ICNIRP? C'est Michael Repaccioli. Eh bien, il a créé ça donc en 92. En 96, c'est lui-même qui a créé la structure de l'OMS. Et donc, c'est sûr que le discours est le même. Vous voyez, c'est des gens qui se cooptent et en plus qui créent toutes les structures en parallèle. Vous voyez, il a intégré l'OMS et le discours est tout à fait le même. Ce que je reproche à la Commission, et de plus en plus de députés demandent à la Commission européenne d'avoir une véritable structure indépendante. Quand on a analysé le curriculum vitae, vous voyez, de tous ces 45 scientifiques qui en font partie, eh bien, on s'aperçoit que d'une part, ils sont en lien direct avec ce qu'on appelle l'ICES, vous voyez, cette espèce de structure qui réunit par exemple, des industriels ou des scientifiques, des physiciens, etc. Ils sont souvent financés par les industriels de la téléphonie mobile. Donc vous estimez qu'il y a des conflits d'intérêts. Alors il y a quand même, si on en revient à la France, il y a quand même un effort de transparence. On peut voir l'emplacement des antennes radioélectriques sur le site cartoradio.fr. On peut aussi faire mesurer son exposition aux ondes si on le souhaite. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, dit « La France est la plus vigilante », si j'ai bien compris ces déclarations. Ça n'est pas votre avis? Mais la France a évolué. Parce qu'au début, rappelez-vous, il y avait eu un scandale justement sur la téléphonie mobile et il y a eu création, alors c'était l'AFSAF qui est passé à l'ANSES et là ils ont fait une espèce de conseil consultatif qui réunit plusieurs scientifiques et ils analysent un peu toutes les demandes. Donc là, ils ont enlevé tous les gens qui avaient des conflits d'intérêts. Donc ça, c'est vrai que... ça a évolué. Puis la deuxième chose, c'est que les gens ne voulaient plus que ça soit les opérateurs qui demandent à des labos qui finançaient pour faire les mesures. Donc vous voyez que d'ailleurs le CRIREM a fait évoluer les choses là-dessus.
Sauf que, vous savez, on n'a toujours pas de cartographie d'exposition. Des études, regardez ce qu'a dit le scientifique Gérard Ledoy, c'est qu'après, si vous voulez aller à l'encontre des grandes vérités qu'on vous dit, eh bien souvent vous avez plus de financement. Donc ça a évolué, mais on a quand même des normes très hautes. Comparé à la Suisse, à la Belgique, etc., on a des normes très très hautes qui n'ont pas de sens. Parce que 61 volts, c'est comme si on vous disait, vous avez droit à rouler jusqu'à 500 ou 600 km/h sur l'autoroute. Donc pour vous, la première chose à faire serait donc de réduire les niveaux d'exposition. Merci beaucoup Michel Rivasi. 3G, 4G, 5G, quel risque pour la santé? Le grand reportage de cette semaine était signé Tara Schlegel, réalisation Annie Brou avec Jean-Guilain Meige à la technique. Merci à France Bleu Provence et également à l'équipe de la documentation de Radio France. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et retrouvez-la également sur franceculture.fr. France Culture, l'esprit d'ouverture.